Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Aujourd'hui, je reçois Franck Emonin, coach sportif et responsable d'une salle de fitness. Ensemble, nous parlons de musculation, de mouvements fonctionnels, d'image du corps, mais aussi des injonctions qui régissent notre physique et nos vies. Bonne écoute. Salut Franck, bienvenue dans La Tête aux Pieds. Salut Adrien, merci à toi pour l'invitation, merci beaucoup. Ouais. Merci d'avoir accepté, c'est un grand plaisir parce que on va voir que ça fait un moment qu'on se connaît et que on a déjà beaucoup échangé en off. Et donc je suis très content de pouvoir prolonger notre conversation dans le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs ? Je m'appelle Franck Emonin, je suis un homme de 33 ans, j'habite dans le sud de la France, j'ai un petit garçon, voilà, je suis marié avec une femme qui s'appelle Héloïse, et voilà. Donc au niveau situation professionnelle, et c'est comme ça que je te connais, Adrien. Je suis coach depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, éducateur, voilà. En tout cas, c'était à la base dans le secteur du fitness, et puis après ça s'est un peu élargi. Voilà, actuellement je suis dans une salle de sport qui est basée à côté de Nice, et puis voilà, après je suis surtout un être humain passionné de sport, passionné d'expression corporelle dans son ensemble, voilà. Ok, et c'est la raison pour laquelle du coup je pense que vraiment tu peux apporter quelque chose dans La Tête aux Pieds. Est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur le contexte dans lequel on s'est rencontrés ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bah écoute, moi je vais donner ma version, tu vas donner ta version, mais ça va être bien sûr. Alors moi je te rencontre, Adrien, dans mes souvenirs, parce que c'est marrant d'en parler maintenant dans un podcast, parce qu'on n'en a jamais vraiment reparlé, mais moi je te rencontre, Adrien, donc en 2010 au Crêpes de Châtenay-Malabry, un joli parc comme ça où les éducateurs viennent se former, etc. Et nous on était à l'époque en BPGEPS pour devenir professeur des métiers de la forme, voilà. Et puis je te rencontre à l'époque, et c'est dès le début que je pense que t'es un ovni, et que je vois un mec comme ça pour moi je vois un mec en kimono concrètement, et j'ai déjà vu à cette époque-là, j'ai déjà vu des gens bizarres, et donc je te trouve bizarre et cool à la fois, et c'est directement il y a directement quelque chose, tu le sais, hein, mais j'ai directement eu quelque chose avec toi, une affection, une amitié aussi, en tout cas ressentir des choses positives dès que je t'ai rencontré, voilà. Ok, merci pour cette présentation. C'était voilà, amitié, affinité réciproque. Il y avait aussi un truc qui nous rassemblait, c'était que donc dans cette formation, on apprenait à être à la fois coach individuel et prof de fitness et de muscu. Et donc fallait faire du fitness et fallait bouger en rythme sur la musique. Et c'était un peu notre difficulté. T'avais plus de facilité que moi, parce que j'ai revu des images 10 ans plus tard. Je me dis putain, mais c'est pas possible que c'était vraiment à l'arrache. Mais on était quand même un petit peu en difficulté tous les deux, quoi. Même si t'as bien explosé là-dessus. Non mais t'as raison, parce que j'oubliais le principal. C'est vrai qu'il y avait une grande difficulté, même ne serait-ce qu'à marcher en rythme, parce qu'à la base il fallait monter sur un step pour devenir professeur de fitness, hein. C'était ça le sujet du diplôme, hein, quasiment pour nous, hein. On était censé faire un peu de bioméca et d'anatomie, certes, mais il fallait savoir monter sur le step. Et c'est vrai qu'il y avait de gros problèmes par rapport à ça de notre côté, mais du coup on y reviendra, et c'était aussi c'était quelque chose de très formateur, je pense. Voilà. Oui, et tu vois, à ma grande surprise, et c'est venu au moment du confinement, alors que j'avais juré, moi je me suis mis dans le pilate et dans le yoga parce que ça me plaisait, mais aussi pour échapper au fitness. Et en fait, je me suis
surpris à remettre des petits trucs de fitness dans mes échauffements ou dans mes séances, et que ça a quand même un côté bénéfique. Donc voilà, mais on pourra revenir plus en détail là-dessus, mais voilà, c'était qu'on était aussi unis dans l'adversité contre le rythme, et que ça a créé des liens. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors du coup, il y a une question que je pose à tous les invités, c'est qu'est-ce que ça t'évoque, la tête aux pieds? Pour toi, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, je savais que tu allais me poser cette question, donc je m'étais un petit peu préparé. Déjà, j'estime que j'aurai une réponse différente chaque jour, vraiment, sincèrement. Mais pour moi, la tête aux pieds, c'est un corps ancré, avec une volonté aussi d'être intégré dans notre environnement, que ce soit un environnement social, un environnement familial, l'environnement dans lequel on vit, avec la relation à la nature, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris le nom de ton podcast. Je l'ai compris comme quelque chose d'intégral, donc de la tête aux pieds, mais aussi parler des muscles et parler de la tête, et bon, déjà de redonner les lettres de noblesse aux muscles, parce que on va en parler tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément que quelque chose de gros, de gonflé et de négatif, et puis aussi coller ça un peu à une proposition peut-être un peu plus noble, etc. Ok, merci beaucoup. Et c'est intéressant cette notion de cette double intégration, en fait, d'intégration dans l'individu, mais aussi le fait que tu parles de l'environnement, de l'intégration dans l'environnement. C'est quelque chose qui est assez central, en fait, dans ma démarche, dans ce podcast, de montrer en quoi le sport ou l'activité physique, ça peut favoriser ça aussi. Et c'est quelque chose que je vais chercher à mettre en lumière de plus en plus. Donc, merci d'en avoir parlé. Donc, tu t'es présenté tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ta situation actuelle? Où t'en es maintenant? Au niveau pro, par exemple, ou de l'entraînement, de la pratique. Qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui? Alors, déjà, moi, au niveau pro, puisque c'est quand même ça qui dicte mes semaines, enfin, je vais parler du pro et du perso. Donc moi, je suis manager dans une salle de fitness, qui est une très jolie salle, voilà, très 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 mignonne, près de la mer, à Nice. Et donc mes journées, je pratique du sport. J'ai des tâches administratives. Il y a une équipe à gérer, des discussions toute la journée. On essaie d'améliorer nos postes de travail, l'entreprise, etc., etc. Et au-delà de ça, du coup, donc je m'occupe de différentes personnes. Ça va être plein de cas différents. Une jeune fille de 25 ans, un monsieur de 65 ans qui a des problèmes de dos. Une dame qui a besoin de reprendre le contrôle de son corps. Hier, j'étais avec une dame qui est kinésiologue, par exemple, en séance, une dame plutôt âgée. Voilà. Donc ça, c'est mon travail. C'est comme ça que sont rythmées mes journées professionnelles et mes journées perso, du coup, pour après ensuite arriver sur la pratique perso. Mais mes journées perso, donc avec mon épouse, on est parents d'un enfant de 8 mois bientôt, qui s'appelle Samuel. Et donc ça rythme nos journées, ça rythme nos nuits. Forcément, c'est une redécouverte de différentes manières notamment de dormir, forcément, parce qu'on a des nuits coupées. Et voilà, et du coup ça va rythmer soit le début de la journée, soit les week-ends, ou soit la nuit ou le soir, si j'ai la chance de ne pas rentrer trop tard. Voilà. Et après, au niveau des activités personnelles, de l'entraînement, tout simplement, du sport. On va dire que je suis quelqu'un qui pratique 3 séances de stretching par semaine dans le cadre de mon travail. Donc déjà, j'ai cette chance-là. Je pratique le lever de poids, la musculation, comme on pourrait dire. Depuis, j'ai repris dernièrement, parce que j'ai fait plusieurs années d'haltérophilie en compétition, et je découvre depuis quelques mois, de manière peu assidue, à mon grand regret, mais ça va venir au fur et à mesure, je pratique la boxe anglaise, et ça c'est plutôt pour apprivoiser ma peur, et découvrir ce que c'est que l'agressivité, et découvrir ce que c'est que mon agressivité, l'agressivité de l'autre, etc. Voilà.
C'est déjà bravo d'arriver à combiner tout ça avec le travail et Samuel. Mais du coup, ta pratique physique, elle a été un peu perturbée. Enfin là, tu reprends un rythme plus soutenu, mais il y a quelques temps, c'était moins évident. Donc en gros, je suis quelqu'un j'ai découvert la musculation après avoir fait un petit peu d'athlétisme à un niveau moyen, un peu plus que, enfin un niveau national, quoi. J'avais un mauvais niveau national plus jeune quand je faisais de l'athlétisme. Après j'ai découvert assez rapidement en fin de lycée la musculation et puis c'est devenu un peu trop petit pour moi la musculation. Donc c'est devenu une pratique globale. Ça veut dire que c'était important pour moi de savoir sauter, courir, faire des tractions, pouvoir monter. Enfin, j'ai eu une découverte notamment grâce aux réseaux sociaux, avec toute l'explosion qu'il y a eu 2010, 2011, 2012. Il y a eu on a eu beaucoup de sources d'informations et donc c'était important pour moi. C'est vrai que j'avais des objectifs esthétiques, mais j'avais aussi des objectifs d'ordre en termes de mouvement primal. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus logique, un peu plus fonctionnel. Enfin, si on peut préciser, parce que l'idée c'est aussi comme il y a des gens qui connaissent pas forcément bien toutes ces activités-là, il y a des moments où je me permettrais de te demander de préciser. Ou par exemple, ce serait quoi la différence entre savoir sauter, faire des tractions et soulever des poids de façon plus classique, de faire des squats et des développés couchés? Alors, en fait, moi, je découvre la musculation finalement. Ce qui rythme la musculation en 2000, on va dire, allez, en 2006-2007, c'est l'industrie du bodybuilding à l'américaine, post Arnold Schwarzenegger, avec des exemples de personnes qui sont finalement, on ne le sait pas à cette époque-là, quand on est jeune, mais qui sont des personnes dopées, qui disent il faut manger toutes les 2h30, il faut s'entraîner pendant 1h30, 2 heures à la salle. Il faut travailler, en gros, tu vas travailler le pic de ton biceps. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de très esthétique et peu fonctionnel à ce moment-là. Donc on parle plutôt du muscle. Et après, il y a l'essor du mouvement fonctionnel, notamment avec le CrossFit, mais de plein de manières différentes. Il y a eu MovNat, il y a eu vraiment différents mouvements qui explosent à ce moment-là. Ido Portal aussi. Exactement, Aido Portal vraiment qui m'a beaucoup influencé aussi. Et à un moment, donc il y a cette notion, il y a eu cette notion de, on parle plus du muscle, mais on parle du mouvement. Donc au lieu de parler du biceps, on va parler de la capacité à grimper à un arbre, en fait, à grimper à une branche. Et de ça va découler, on va déterminer, on va estimer à ce moment-là, et c'est ça moi qui m'explose le cerveau au moment où je découvre ça. On va déterminer que c'est important pour un être humain de tous les jours, pas forcément pour un GI, mais un être humain de tous les jours, de pouvoir sortir de son canapé. Donc c'est la déclinaison ensuite des squats, de pouvoir porter un carton par terre, la déclinaison du soulevé de terre, de pouvoir poser un objet au-dessus de lui dans un placard, et après d'être capable de monter des escaliers, blablabla, et de grimper, comme on disait, à une branche. C'est plutôt les déclinaisons de traction, muscle up, etc. Voilà. Et donc, à ce moment-là, au fur et à mesure, avec, comme je te disais, les opportunités qu'ouvrent à cette époque-là les mines d'informations qu'il y a sur Internet, au fur et à mesure, on se fait tous, nous les coachs, et moi, donc je me fais une philosophie à moi, et je commence à avoir des discussions passionnantes avec d'autres professionnels, avec des amis qui sont des adhérents, etc. Et puis en connaissant des gars comme toi aussi, où moi à l'époque, tu t'en souviens, je pratique l'haltérophilie, on soulève des charges lourdes, et toi tu viens, tu nous parles de notre périnée, et ça fait sens. Et ça fait sens parce que c'est toujours la croisée des chemins qui est intéressante, j'imagine. Voilà. Exactement. Ok, la croisée des chemins, ça aurait pu s'appeler comme ça le podcast. Et donc juste d'expliquer que effectivement toi t'étais dans une recherche sportive athlétique après une recherche esthétique, mais que cet intérêt du mouvement fonctionnel, il peut concerner des gens qui ont
pas autant d'aspiration, mais que ça peut vraiment avoir un impact sur le quotidien, de travailler le corps dans son ensemble, comme tu as évoqué un certain nombre de gestes du quotidien, se lever, ramasser quelque chose, porter un truc, et que, en fait, de revenir à une vision plus, je sais pas si c'est le bon terme, mais naturaliste, de grimper un arbre, en gros, pour donner un exemple, ça peut aider dans le quotidien des gens, quoi. Exactement. Et sans tomber dans la caricature de quelque activité que ce soit, ben, en fait, c'est un peu ce qu'on disait, quoi, que le culturiste s'intéresse à l'artiste martial, que le yogi s'intéresse à la personne qui fait du trail, etc. Et j'imagine qu'en faisant ça, on va un peu sortir des sentiers battus, sortir des clichés et grandir tous ensemble. C'est vraiment le propos. Après, c'est sûr que bah, moi, au bout d'un moment et très rapidement, la salle de musculation, parce que moi c'est le milieu que je connais, devient beaucoup trop petite et on en a fait le tour très rapidement, sincèrement. Donc, je ne veux pas enlever ces lettres de noblesse à ce sport, à cette activité, cette pratique plutôt. Je veux pas lui enlever ses lettres de noblesse, mais il faut quand même essayer d'avoir l'esprit ouvert parce que le monde est bien plus vaste que ça. En fait, c'est surtout ça. Sachant que c'était intéressant, tu as dit sport, puis activité, enfin, tu as nuancé. Sachant que la musculation, elle peut avoir un but, donc plutôt comme le culturisme, à développer l'esthétique, mais il y a aussi, par exemple, des athlètes qui pratiquent la musculation dans des buts d'amélioration de la performance, où il y a des sédentaires qui peuvent pratiquer la musculation, plutôt pour... Enfin, d'une façon, sans avoir une recherche esthétique, mais fonctionnelle et... On est totalement d'accord. Je me revois encore hier discuter avec une stagiaire au travail. On avait une discussion super intéressante, et on en vient à dire être un peu plus musclé, c'est quand même fonctionnel. Dans le sens où on a un moment même dénigré le fait d'être musclé. Or, Bruce Lee, je t'en avais déjà parlé, mais Bruce Lee est musclé. Ouais. Donc c'est quoi être musclé? Si être musclé, c'est être sur un podium avec de la crème, enfin du tan, pour faire des poses. Effectivement, ça c'est du culturisme, c'est du bodybuilding, c'est quelque chose. Mais des fois, je dis à des gens qui sont minces, t'es très musclé. Et la personne, comment ça, je suis musclé? Donc oui, t'es quelqu'un de musclé. Comme je te disais, Bruce Lee est musclé. Il y a des athlètes aux Jeux Olympiques qui font du 10 000 mètres, donc qui sont des athlètes d'endurance, qui sont musclés, et donc en fait à ce moment-là le muscle est plutôt fonctionnel. On n'est pas en train de parler d'un muscle tout le temps hypertrophié, surnourri, etc. Voilà. Donc on va revenir un petit peu plus tard sur certaines dérives, certains peut-être même dangers de certaines activités de fitness et de la musculation, mais la musculation c'est pas forcément un gros mot. Même moi je fais du pilates, on peut considérer que le pilates c'est de la musculation. C'est clair. C'est vraiment important que les gens comprennent, parce que là on a une discussion entre deux personnes qui se connaissent, etc. Donc on a à peu près un même langage, et je suis totalement d'accord avec toi. Et pour moi, la pratique du pilate, la pratique du yoga, que je mets pas les deux dans le même sac, mais je parle exprès de deux activités plutôt orientées bien-être dans l'esprit des pratiquants de musculation. C'est clairement du renforcement musculaire et pour moi de la musculation. En tout cas, on parle de travailler des muscles. Donc voilà, c'est pas un gros mot comme tu l'as dit. Par exemple, dire que le yoga, en tout cas pratiquer des postures de yoga, c'est un travail de musculation, c'est sacrilège. Bien sûr, nos auditeurs sont ouverts d'esprit, mais je pense que ça pourrait faire... On est d'accord, je veux pas insulter les yogis en disant ça, je voulais juste clarifier ma manière de parler du muscle en fait à ce moment-là. Voilà. Oui, non mais et pourtant ce serait tout à fait pertinent d'enchaîner les postures. Voilà, ça développe le travail des jambes. Enfin, c'est d'un point de vue d'analyse de l'activité physique. Oui, il y a des moments où c'est un travail de musculation et ça n'enlève rien. C'est pas que ça, mais même, enfin bref, voilà. Donc redonner, comme tu disais, ces lettres de noblesse. Et moi, j'enseigne pas la musculation et c'est un peu comme le fitness. Dès que j'ai pu faire autre chose, j'ai arrêté. Mais voilà, c'est ça. Plutôt pour avoir une clarté d'esprit et de pas se méprendre sur ce que ce terme peut englober. Que oui, ça peut désigner des activités qui
pour moi, ont un peu moins d'attrait et qui peuvent être un peu néfastes, Bien comme le bodybuilding, néfaste mentalement ou physiquement, mais ça, tu vas nous en parler. Mais pour autant, c'est pas, encore une fois, c'est pas qu'un terme péjoratif. Là où je voulais en venir tout à l'heure, mais c'est bien, t'as parlé de certains sujets déjà, mais c'était pour dire qu'il y a un moment où t'avais dû interrompre ta pratique physique, et peut-être que corporellement, c'était moins, un moment un peu plus difficile. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Bien sûr. Bah écoute, j'ai eu une modification de ma manière de voir mon corps en fait tout simplement, dans le sens où en fait on parle d'une dizaine d'années où il y a 10 ans je fais du mannequinat et je fais des photos en slip concrètement, et donc à ce moment-là je m'entraîne aussi pour être beau sur des photos, en tout cas paraître beau sur des photos. Je t'interromps 2 secondes, effectivement, parce que nos auditeurs ne te voient pas, enfin, il y aura une photo sur la couverture, mais et je sais pas si je t'ai déjà dit ça, mais je pense que tu es un des hommes les plus beaux que j'ai vus. Ouais, parce que voilà, hein, on se le dit en direct devant tout le monde, que, non, c'est vrai. Non, parce que il me fait un doigt d'honneur à la caméra, mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans la même pièce. Ouais, Ouais. Hein, tu es métisse avec les yeux bleus, machin, voilà, t'as une carrure et tout, donc voilà. Donc d'où l'aspect faire des photos pour le mannequinat, je comprends. Donc pardon, mais c'était voilà pour préciser, pour que les gens comprennent bien le contexte. Non, mais ouais, c'est l'instant gênant où je rougis, mais en fait c'est surtout pour dire que c'est vrai que la musculation était un outil pour moi c'était aussi une manière de me présenter au monde, hein. Clairement, on est clairement dans ça, on est dans quelque chose où en fait c'est un sujet de discussion. T'arrives dans un endroit, un tel, bah il est comme ça. En fait, on parle clairement de ton corps. Ton corps devient petit à petit un objet. Donc ça, c'est un sujet aussi dont on parle maintenant dans la société. Moi, je pense que j'étais clairement dans ça. Voilà, j'ai eu la chance, du coup, moi, de rencontrer une femme qui est devenue ma femme, dont je suis tombé amoureux, et en fait qui clairement n'objectifiait pas mon corps, ne chosifiait pas mon corps, euh, et, euh, et donc au fur et à mesure, le temps passant, j'ai toujours eu goût pour l'entraînement, etc. J'ai fait de l'haltérophilie en compétition, et puis on a eu aussi avec mon épouse, on a eu des soucis financiers surtout. C'est des soucis financiers qu'on a eu, qui nous ont amenés à bah, tout simplement à nous protéger en fait. Donc mon épouse fait de l'athlétisme, mais il y a eu plusieurs années difficiles, des années sombres, qui nous ont clairement, qui ont pesé en fait sur notre morale, et de ça en fait, moi j'ai pris pas mal de poids, j'avais moins de goût à m'entraîner, j'ai toujours pratiqué, hein, j'ai toujours été dans la pratique sportive, etc. Mais j'étais peut-être moins sensible à bien m'alimenter, peut-être moins sensible à avoir une activité physique régulière, et donc j'ai vu mon corps changer, et donc ensuite est arrivé la fameuse question, qui je suis aujourd'hui, qui je suis pour les réseaux sociaux, parce que du coup t'as ton Instagram. Sur ton Instagram, tu mets des photos depuis 2013. On est maintenant en 2022, et en fait, qu'est-ce que je montre au monde en fait ? Qu'est-ce que je montre au monde ? Est-ce que je suis forcément ce coach qui, quand il fait une centaine de burpees, va se mettre torse nu pour montrer que ok, le taux de masse grasse est toujours bas et que je suis toujours fit ? Ou est-ce qu'on peut avoir une discussion un peu plus profonde sur ce que c'est pour un jeune homme de devenir un homme, et de devenir un papa, et de dire ok, j'ai eu à des périodes 4 heures pour m'entraîner dans la journée, aujourd'hui j'ai plus qu'1 heure, quelles sont les stratégies, suis-je heureux dans mon corps, j'ai vu mon corps changer, est-ce qu'en est-il, j'ai fait le yo-yo plusieurs fois au niveau du poids, qu'est-ce que j'ai comme conseil à donner aux gens par rapport à ça ? Voilà, du coup, après on peut aborder le jeûne, la surconsommation alimentaire, etc., etc. Il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de ça, mais en tout cas la question c'est surtout de se sentir bien dans son corps,
et d'être en paix avec soi-même et surtout de se plaire. Hein. On est vraiment, ça peut paraître un peu béni oui de dire ça, mais de se plaire. Hein, clairement, on est vraiment dans ça. Hein. Ok. Et justement, comment t'as réussi? Parce que pour situer, tu parlais d'Instagram tout à l'heure, où effectivement, t'as une présence depuis un moment, et que tu as autour de 10 000 abonnés. Ce qui est à la fois peu et beaucoup. Ouais, enfin, à mon échelle, c'est beaucoup, tu vois. Bref, donc ça a demandé du travail de construire cette audience-là. Mais pourtant, ça fait plus d'1 an que t'as rien posté, par exemple, parce que justement à cause de cette ouais, ça fait 2 ans. Ouais. Et justement à cause de ce changement d'image de toi-même que t'avais, où tu te sentais plus en confiance pour poster des choses ou... Ouais, en fait, c'est qu'en fait, tu construis une image qui est réelle. Hein. Tu construis une image, tu montres un corps en santé. C'est exactement ça. On est clairement là-dedans. Tu montres un corps en santé. Tu as le six-pack, tu as la tablette de chocolat, tu as un taux de masse grasse qui est bas. Tout est OK. Et à un moment, ton corps change. Mon corps a changé. Et le sujet, c'est de dire, est-ce que j'ai envie de raconter ça? Est-ce que j'ai envie de raconter ça? Moi, je pense que oui, j'ai envie de le raconter. Mais à un moment, t'as pas forcément le courage. Donc moi, ce que j'ai fait, quand même, pour témoigner, c'est que j'ai pris des photos dans les pires situations où je me suis retrouvé, c'est-à-dire pour dire... Le but pour moi ensuite, ça va être de raconter l'histoire. C'est clair, quand je vais me sentir prêt, ça va être de raconter l'histoire. De dire, voilà, à telle époque, je pesais 108 kilos, je me sentais pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête. À ce moment-là, il y avait que ma femme qui me trouvait beau, et ça me convenait. Moi-même, je me trouvais pas beau, et c'était difficile pour moi parce que tu mets un vêtement. On n'est pas en train de parler de superficialité, on est juste en train de dire que tu veux mettre un vêtement que t'apprécies bien, un petit pantalon de jogging, et qu'en fait, tu vois que t'as du gras sur le côté des hanches et des fesses, tu vois, et tu dis mais comment j'en suis arrivé là? C'est mon métier, je travaille dans la remise en forme, et du coup. Toute l'histoire que je veux raconter, c'est ça. On en a déjà parlé, mais ce que je veux raconter, c'est le voyage, pas la destination. Est-ce que j'arrêterai de me mettre en photo torse nu sur les réseaux? Non, parce que j'aime trop ça. Mais simplement, j'ai envie de parler de ça et de dédramatiser. je plaisante, mais j'ai envie de dédramatiser ça. Et j'ai envie de dédramatiser ça. Et j'ai envie de parler à tout le monde. Et surtout, j'ai envie de parler aux principales cibles du secteur de la remise en forme. Qui sont les hommes et les femmes qui sortent de l'adolescence et qui en fait post-adolescence vers 19-20 ans comme ça, où on commence à te dire sois beau, sois belle, sois bien foutu, sois bonne. Ah mais c'est pas assez, il faut que t'aies les fesses plus gonflées. Ah mais c'est pas assez, il faut que t'aies des gros pecs. Il faut que tu aies absolument une tablette de chocolat. Et on est en train de parler de ça. Or évidemment la vacuité de ce truc-là, de ce message-là, est tellement grande que ça mène à des accidents quasiment, parce que en termes d'image de soi, ça n'a tellement aucun sens que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, le chemin il est même pas pavé d'embûches, il est horrible en fait, il n'a aucun sens. Justement, je voudrais rebondir là-dessus. Il y a un moment, t'as dit, tu présentes l'image d'un corps en santé. Mais est-ce qu'un corps musclé de l'extérieur, en tout cas, avec est-ce que c'est vraiment ça le corps en santé? J'en parlais avec une cliente juste avant de faire cette interview-là. Écoute, c'est une très bonne question. Je prétends évidemment ne pas avoir la réponse. Simplement, effectivement, on connaît l'évolution des standards de beauté à travers les temps, et à l'heure actuelle, présenter dans la société occidentale, présenter un corps avec un faible taux de masse grasse, déjà c'est une réussite en soi, puisque ça montre que peut-être on a soit une bonne génétique, soit du temps pour s'entraîner, soit de l'argent pour acheter des aliments sains. Parce qu'on connaît le prix des légumes qui sont pas trop modifiés, en tout cas de légumes qui sont peut-être cultivés d'une manière saine, plutôt bio, etc. On connaît le prix au kilo, on sait combien coûte une courgette bio qui a poussé dans la terre, et c'est clair que si dans les années, si au 19e siècle, le propos c'était de dire j'ai un gros ventre, donc ça montre que je suis en santé, à l'heure actuelle,
présenter pour un homme de 40-45 ans une tablette de chocolat sur les réseaux, parce que du coup après on parlera certainement de développement personnel, présenter ça et un compte en banque qui semble plein sur Instagram, on est clairement dans quelqu'un qui dit j'ai une santé financière, j'ai une santé physique, voilà. Donc t'as raison, je ne sais pas si c'est ça être en santé. Il y a beaucoup d'autres indicateurs, hein, la qualité de la posture, etc. Mais il y a la santé mentale, il y a plein de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que à l'heure actuelle, avoir un petit taux de masse grasse, ça indique, voilà. En tout cas, ouais, c'est les projections qu'on en a sur ce qu'on associe à la santé, et à la performance, et c'est intéressant que tu mettes ça en parallèle aussi avec la santé financière, enfin que la santé physique et la santé financière, on peut projeter des images, un certain nombre d'attributs qu'on peut avoir et montrer que justement, bah du coup, on possède santé physique et financière, alors que c'est pas forcément vrai. En plus, il peut y avoir un décalage entre l'image qu'on projette et le niveau de santé réel, où il y a plein de paramètres qui peuvent permettre de l'évaluer et qui sont peut-être plus profonds et plus subtils. Tu voulais parler de développement personnel tout à l'heure ? Oui, bah, en fait, je voulais surtout parler je voulais surtout parler de la compatibilité, c'est ça, de l'industrie du fitness et de l'industrie du développement personnel. Je voulais surtout parler du no pain no gain, donc en gros souffre pour progresser, quoi, qui est devenu en 10 ans soit musclé et devient millionnaire. On est clairement là-dedans, hein, voilà. Et donc il y avait, je me rendais pas compte plus jeune, mais il y avait une parfaite imbrication qui pouvait se faire entre l'industrie du fitness, l'injonction d'être en bonne santé, voire d'être beau et désirable, et maintenant on est clairement dans une compatibilité avec l'injonction de devenir riche, et rapidement surtout. Et donc ouais, je prétends que il y a toute une branche du fitness, du secteur de la remise en forme, qui est parfaitement compatible, parfois avec un libéralisme monétaire assez sauvage et assez violent, voire une ubérisation. Mais voilà, mais en tout cas c'est vas-y, va chercher l'argent, quoi. C'est vraiment ça. Et soit musclé, va chercher l'argent, soit beau, va chercher l'argent. Et bon, c'est un peu fatigant quand même, hein. Et du coup, qu'est-ce qui te fait associer l'industrie du développement personnel et le fait de s'enrichir ? Toi, tu t'associes spontanément les deux ? Est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement ? Non, j'associe spontanément les deux parce que je prétends qu'il y a une branche du développement personnel qui va rapidement te dire une branche, hein, je dis pas que je ne critique pas tout le développement personnel, etc. Je suis pas en train de dire ça, mais je prétends qu'il y a une branche du développement personnel qui à un moment va dire va amener les gens à se dire regarde-toi dans la glace, tu fais forcément quelque chose de mal puisque ça fait 15 ans que tu es sur le marché du travail, 20 ans que tu es sur le marché du travail, et tu gagnes toujours que 1500 € net. Comment ça se fait? Donc peut-être que tu dors trop, peut-être que tu devrais te réveiller plus tôt pour faire des pompes, des squats, boire un café, lire 2 livres, apprendre une autre langue étrangère, cuisiner pour toi et ta famille, ensuite partir au travail. Et forcément, si tu fais ça, tu risques de réussir ta vie. Puisque regarde, y a quelqu'un d'autre qui l'a fait et qui a réussi. Et je prétends en fait que ce propos mène rapidement, et donc là clairement on est dans les dérives aussi des réseaux sociaux, mène rapidement à se dire mince, j'ai raté ma vie. Et clairement, il y a vraiment des gens, toi et moi, on en a côtoyé des gens comme ça qui à un moment se disent qu'est-ce que je réussis pas. Or, ils sont simplement normaux avec des forces et des faiblesses, c'est tout.
Ok. Donc ouais, effectivement, on en revient à cette idée d'injonction que comme pour il faut être musclé et fin, bah, il faut aussi être riche et que sinon s'il y a un problème, c'est comme Bien si sûr. t'as un peu de quelques bourrelets, bah tu fais un truc pas bien et t'es pas aussi bien que tu pourrais être, tu n'es pas la meilleure version de toi-même Ah non, évidemment, et que si c'est clair. Évidemment, le propos. Et d'ailleurs, parce qu'on parle toi et moi d'injonction depuis tout à l'heure, il n'y a pas un grand méchant qui gouverne le monde et qui dit sois musclé. Non, c'est pas ça. On parle d'une injonction collective. Parfois aussi, quand on parle avec les gens, d'injonction familiale. Le père qui va dire à son fils, la maman qui va dire à sa fille, je comprends pas, tu fais pas attention à ce que tu manges, il y a un problème. Donc là, on parle de désordres comme ça qui sont créés parfois dans les familles, parfois dès l'enfance. Et dès même la petite enfance, c'est assez fou. Dire qu'un bébé de 8 mois, 9 mois, 10 mois est gros, dire qu'il est maigre, sans cesse parler du corps des gens, des enfants, des adultes, des grands, des gros, des petits. C'est une injonction collective qui se crée naturellement. Et ça, c'est très embêtant. Et il faut des individus qui soient capables de dire, typiquement, pourquoi tu parles de mon corps? J'ai pas envie de parler de mon corps. Je viens. Pourquoi on parlerait de ça? C'est même pas un sujet. Voilà. et est-ce que tu vois des injonctions similaires au niveau socio-économique, disons, puisque on faisait le parallèle avec le développement personnel. Oui, j'en vois, bien sûr. J'en vois dans le sens où, mais je côtoie beaucoup de jeunes qui sont dans le marketing de réseau, par exemple, qui vont être dans du marketing de réseau ou qui vont être dans des volontés de faire du trading, typiquement. Je suis pas en train de critiquer les traders, je suis pas en train de critiquer les gens qui s'intéressent à ça, etc. Moi-même, c'est pas forcément c'est pas du tout des sujets que je maîtrise. J'ai pas de connaissances dans les crypto-monnaies, etc. C'est pas ça. Mais tout ça, en fait, amène parfois certains jeunes à croire que il faut absolument être riche. Il faut absolument rapidement s'élever dans l'échelle sociale, etc. Et, euh, et c'est vrai que parfois c'est un peu dur à voir parce que je pense pas que ce soit simplement la seule raison notre passage sur la terre, quoi. Mais il y a effectivement peut-être une corrélation entre un peu l'accélération de la société avec les réseaux sociaux, que ce soit au niveau du corps ou de la vie sociale, le développement, et moi aussi je suis pas vraiment calé là-dedans, mais des NFT, des bitcoins, enfin, il y a l'impression que c'est très très vite, tu vas pouvoir devenir très très riche si tu fais les bons choix. Et il y a bon, ça, je pense que c'était un désir de tout temps de devenir riche rapidement, mais c'est encore plus, Bien sûr. la cadence a encore augmenté, quoi. Et donc la pression aussi interne augmente et je pense que l'intensité des processus est à la hauteur des dommages qui peuvent causer aussi ou d'être tout le temps dans la recherche de vitesse et de succès immédiat. Ça, Exactement. Pour ceux qui restent au bord de la route, oui. c'est clair. C'est clair. Ou pour ceux dont le succès s'arrête parce que ça peut aller vite et fort et ça peut s'arrêter aussi très brutalement. Donc oui, il y a ceux qui y arrivent pas et Bien ceux sûr. qui y arrivent plus non plus. Enfin, parce que et c'est à mettre Bien sûr. en parallèle avec un peu le développement durable où là ça a l'air d'être un peu à l'inverse. Est-ce que Bien sûr. ce rythme, cette cadence rapide et élevée, elle est durable, elle est sustainable. J'arrive pas à trouver le mot en français, mais Ouais, vraiment, ouais. et donc Ouais, du coup, bah, après il y a un épuisement et ben on est dans une société où quand même il y a des burn-out qui sont de plus en plus nombreux ouais. et ça me paraît être ouais assez dangereux quoi.
Même si et dangereux parce que c'est très appétant. Enfin, moi, si on me dit bah oui, demain tu peux devenir riche, enfin, c'est bien sûr, c'est séduisant. Donc c'est d'autant plus dangereux. Est-ce que toi, en tant que non seulement enseignant, mais gérant d'une salle de fitness, tu peux voir aussi d'autres aspects un peu nocifs, des dérives induites par à la fois la façon dont l'activité physique est proposée, mais aussi qui est alimentée par on parle d'injonctions, les injonctions internes, la pression que les gens s'imposent à eux-mêmes, qui est aussi liée à une vision peut-être un peu erronée du corps et du mouvement, quoi. Donc tu as parlé en fait tout à l'heure t'as dit le mot sustainable et c'est vraiment désolé de faire nos Jean-Claude Van Damme à dire un mot anglais alors qu'on pourrait le dire en français, mais le problème c'est que on le dit en anglais parce que on l'a peut-être beaucoup vu notamment sur les réseaux et c'est vraiment pour aborder un concept. C'est en fait pour parler, et tout à l'heure je parlais d'environnement social et d'environnement familial. Du coup, c'est pour parler de bigorexie, c'est pour parler d'addiction au sport, d'addiction aux endorphines et d'addiction à sa propre transformation physique et d'addiction au contrôle sur son propre corps. Et ça, c'est quelque chose dont je me moquais, c'est-à-dire que il y a 7-8 ans, quand France 2 a commencé à parler de bigorexie, tout le secteur de la remise en forme. Alors, est-ce que tu pourras nous expliquer ce que c'est ? Bien sûr, pardon. La bigorexie, schématiquement, les gens vont coller ça au fait de vouloir être toujours plus musclé, mais c'est surtout pour dire, c'est surtout une addiction en fait à l'activité physique. C'est une addiction à l'activité sportive. On est clairement dans ça. Ce n'est pas forcément juste vouloir être toujours plus musclé. Ça peut être simplement, j'ai réussi l'année dernière à faire un marathon. Maintenant, je vais me préparer pour faire un 150 km. On est sur les ultra trails, etc. Et c'est des challenges incroyables que je respecte les gens qui vont dans ces choses-là. Mais du coup, je vais m'entraîner. Qu'est-ce que tu vas faire pour préparer ça ? Je vais m'entraîner 4 heures par jour. Non mais tu as une famille, t'as un métier, t'es maçon, t'es ingénieur, t'as pas forcément le temps. Comment tu vas faire ? Et à ce moment-là, tu vas vraiment laisser en fait des choses sur le bord de la route, oublier des choses peut-être plus importantes pour toi, parce que tu pars dans cette addiction au contrôle de ton corps. Et ça, je vois énormément de gens qui rentrent là-dedans parce que il n'y a pas une règle sur les réseaux sociaux, il n'y a pas une règle dans les films pour dire attention, Captain America, il est trop musclé, il n'a pas le droit de faire le film, il est trop musclé, il a pris de la testostérone et des hormones de croissance pour préparer le film en 12 semaines, ça va donner une mauvaise image aux jeunes garçons, il triche, c'est de la triche en fait, et on peut pas le laisser faire. Non, il n'y a pas de règle comme ça. Captain America, tu vas au cinéma, grand écran, et je connais pas le nom de l'acteur, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Chris Hemsworth, je sais pas si Chris Evans. Ok. En tout cas, voilà, il y a plusieurs acteurs comme ça qui font les films, notamment des Avengers. Et en fait, on dit à personne, c'est normal. On dit pas aux jeunes garçons, filles, on dit pas. Pour faire ça, voilà ce qu'il fait. Il se dope, il s'entraîne 7 heures par jour, mais il te met une séance sur Internet en te disant voilà la séance que j'ai faite, elle m'a permis d'avoir ce corps. Parce qu'en plus maintenant les mecs lancent des programmes de suivi d'entraînement auxquels tu peux t'abonner, etc. On est vraiment dans quelque chose comme ça. Et donc il y a la violence de l'image. Je sais que toi t'étais un fou de Bruce Willis par exemple, mais on se prend tous à des périodes de nos vies une claque visuelle parce que je veux lui ressembler, je veux être lui. Parce qu'on regarde un film, il se passe ça, mais on ne sait pas ce que ça induit. On ne sait pas du tout ce que ça induit et naturellement, ça nous amène à des comportements qui vont pas forcément être, comme on disait du coup, soutenables, qui vont pas forcément coller
à la vie qu'on veut mener. C'est-à-dire, par exemple, prendre soin des siens, je sais pas, pouvoir t'occuper de ta maman qui est vieillissante, ça va te prendre un petit peu de temps le soir, pouvoir voir tes amis, partager du temps avec tes amis, soutenir une amie, soutenir un ami qui a besoin de toi à un moment donné, etc. Il y a plein de choses que tu vas rater en fait si ton seul objectif c'est le body, le corps vraiment. C'est à ce moment-là tu peux perdre beaucoup de choses sur le bord de la route, comme on disait. Et le corps, mais de façon là, pas que esthétique, comme tu disais. C'est l'activité physique qui crée une addiction en elle-même, quoi. Et ouais, il y a ça, bien sûr. Il y a ça aussi. Il y a l'hyperactivité physique, quoi. C'est une collègue de travail qui rentre de vacances et qui me dit mon frère a découvert le running il y a 3 ans. Donc il vient en vacances chez elle avec son épouse et 2 enfants qui sont assez jeunes, donc il demande pas mal d'attention, et elle me dit il fait des sorties running de 3 heures. C'est-à-dire qu'il est venu 7 jours chez sa sœur en vacances. Je suis pas en train de critiquer cette personne, je suis juste en train de décrire des faits qui parfois peuvent être assez surprenants. Il vient en vacances chez les siens, chez sa sœur, avec ses proches, et le gars aime tellement ça, et je ne suis personne pour critiquer ça. Le gars aime tellement ça que il en vient sur des journées, si tu dors 8 heures, il te reste 16 heures, il en vient à accorder le 5e du temps de la journée à aller courir parce que c'est l'endorphine. Mais c'est intéressant parce que, et c'est ça qui est pervers, c'est que sous couvert d'une activité qu'on associe au bien-être, à la santé, quelque chose de positif dans notre société. Ah, voilà. Que tu décris, et voilà. Exactement. Mais Exactement. on aurait pu remplacer le mot running par le mot casino ou bistrot ou, je sais pas, consommer de la drogue. Et en fait, c'est exactement les mêmes attitudes, quoi. Bien sûr, bien sûr. Sauf que la réponse basique, la réponse un peu à la va-vite que les fans, les fitness freaks vont donner, c'est ce serait peut-être mieux que je fume 2 paquets de clopes par jour, certes, ce serait peut-être mieux. Non, on n'est pas en train de dire ça, on n'est pas en train de critiquer ça, c'est simplement pour un peu élever le débat et se poser la question de pourquoi fais-tu tout ça, pourquoi fait-on tout ça, et justement, tout à l'heure on parlait de faire de l'argent sans but précis, et ben là c'est un peu la même chose. C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tiens à tout prix à être ce corps-là? Pourquoi? Vers où ça va te mener? Parce qu'une fois que tu auras atteint ce corps-là, tu auras toujours les mêmes questionnements dans ton cerveau. Là, on est clairement on est vraiment dans la tête aux pieds. Tu auras toujours les mêmes soucis que tu n'as pas réglés. Ce moment où quand tu avais 6 ans, ta maman t'a dit que t'étais moche, tu ne le régleras pas en étant fabuleux face au miroir à 25 ans. Il faudra que tu règles ça avec ta maman ou avec le petit garçon ou la petite fille que tu étais à 6 ans quand on t'a dit t'es gros, t'es moche. C'est comme ça que tu vas le régler. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.